All rise. Oui, vous l'avez. Please be seated. Yes, Mr. Stringer. You may continue. Juge oui, Monsieur Stringer, vous pouvez poursuivre. Monsieur Stringer, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, avant la pause, nous avons décrit l'opération qui a eu lieu à Kievo, dans la région de Kraïna, le 26 août 1991. L'incident suivant dont je vais parler, ou plutôt la zone suivante dont je vais parler, se trouve dans le SAO du SPSO en Croatie orientale, où du mois d'août jusqu'au début du mois de septembre 1991, la JNA et les forces de la TO locale ainsi que la police, avec le soutien des unités des accusés et des unités de Mila Martic qui étaient venues de la Krajina, ont attaqué la région de Baranja, ce qui se trouve dans la partie septentrionale de la région du SBSO. Vous voyez Beli Manastir sur le transparent, c'est la ville principale de la région de Baranja. Et de cette région ont été expulsés, les Croates ont été expulsés ainsi que d'autres non-serbes dans les mois qui ont suivi. Mais dans la Krajina, au début du 12 et 13 septembre 1991, Martic a commandé sa police de la Krajina ainsi que la TO de prendre avec la JNA les villes et les villages dans la municipalité de Kostanica, y compris les villages de Dubica, Bačince, Rovljane et d'autres hameaux. Et plusieurs de ces endroits ont été attaqués à plusieurs reprises. Et les attaques ont continué pendant des semaines. La police de Martic et la TO serbe ont été entraînées et soutenues par la DB serbe qui ont participé au nettoyage de la population non serbe. Pendant ces attaques, les Serbes ont malmené de façon brutale la population. Ils ont utilisé les gens en tant que boucliers humains. Ceux qui ont été détenus, été torturés, ont été battus avec des haches et des fusils, ont été obligés de courir en cercle et de chanter des chansons serbes utilisées pour les travaux forcés, pour piller les propriétés d'autres Croates, alors que les maisons étaient brûlées. D'autres prisonniers ont été obligés de se débarrasser des cadavres d'autres prisonniers dont les gorges ont été coupées lorsqu'ils ont cessé de chanter les chansons serbes. Le 20 octobre 1991, la police de Martic a rassemblé et a détenu à peu près 50 civils non armés dans la caserne des pompiers à Dubica. La plupart d'entre eux étaient les personnes âgées et les personnes faibles qui ne pouvaient pas fuir. 43 de ces personnes ont été exécutées le lendemain par les membres de la police de Martic. Leurs cadavres, ils sont restés pendant des jours en état de décomposition et finalement ont été jetés dans une fosse commune avec ces autres qui avaient été amenés d'autres endroits et exécutés. Le 7 novembre 1991, les forces serbes ont tué 9 civils croates qui avaient été amenés de leur maison à Vukovici. Toutes les maisons, sauf une maison, ont été brûlées. Le 12 novembre, la police de Martic, la JNA et la TO ont tué au moins 16 autres Croates lors de l'attaque contre Saborsko. Après ces meurtres, les Croates qui étaient restés ont fui cette zone. Beaucoup d'hommes de Saborsko ont été tués en présence des membres de leur famille, et ceux qui n'ont pas été exécutés ont été obligés de quitter cet endroit sous les balles. Saborsko a été rasé, et après l'attaque, en passant en voiture par Saborsko, Martic a déclaré, je cite maintenant, c'est une terre serbe.
À partir de la fin de septembre jusqu'à novembre 1991, la JNA, la TO de la Krajina et la police de Martić ont plusieurs reprises attaqué Shkarber-Manadin et d'autres hameaux. Ces attaques étaient brutales et comprenaient le pilonnage des églises, des écoles et des maisons. Ils ont utilisé des bombes en napalm et des bombes à fragmentation sur la population qui fouillait. Les attaques ont culminé le 18 novembre avec le meurtre des civils et des membres de la défense civile croate qui étaient hors de combat à l'époque. Une femme qui ne pouvait pas marcher parce qu'elle avait un problème cérébral a été tuée dans son lit. Un garçon qui s'y trouvait a vu le meurtre de ses grands-parents. 9 membres de la famille de Segaric ont été tués. Des civils, y compris des femmes, des enfants et des personnes âgées, ont été poussés dehors de leur maison, ont été tués, ont été utilisés en tant que boucliers humains et ont été forcés de marcher devant les chars de la JNA. Vous pouvez voir ici la scène où on voit les cadavres des personnes tuées à Shkarbrnja et qui ont été remises aux autorités croates à Zadar. Vous allez voir également les moyens de preuve et le témoignage. Vous allez entendre le témoignage de l'un des fonctionnaires qui était impliqué à l'identification de ces victimes. Pour ce qui est de ce scénario et de l'objectif des crimes, les incidents de meurtre ont poussé la population croate qui restait de partir. Martić, à lui et ceux qui ont été entraînés à Golubić pour leur excellent travail concernant le nettoyage de Shkarbenja. Mladić a approuvé le nettoyage ethnique de Shkarbenja lorsqu'il s'est adressé aux prisonniers à Knin en leur disant, je cite, « Quiconque pense qu'il construire la Croatie sur les ossements de mon père finira comme sœur Shkarbenja ». Dans le SBSO, du fin août à la mi-octobre, les forces serbes, y compris la JNA, la TO locale, l'unité et d'autres paramilitaires serbes, ont nettoyé des non-serbes des villes et des villages du Srem occidental, dans la partie méridionale du SBSO, en chassant la population serbe. Ici, la JNA a joué un rôle actif. Dans un village croate appelé Bapska, le commandant de la JNA a émis un ultimatum en leur ordonnant aux résidents de Bapska de rendre leurs armes jusqu'à 14 h le 28 septembre. Ce commandant de la JNA a ajouté ceci à son ultimatum, je cite. « Si cela n'est pas fait avant cette heure-là, vous pouvez compter sur le fait que votre village cessera d'exister sur la carte. » Fin de citation. Au lieu d'attendre que les forces serbes réalisent leurs menaces, beaucoup d'habitants de Bapska ont fui à Ilok, où il y avait d'autres milliers d'habitants d'autres villes et villages de la région qui, eux-mêmes, étaient victimes du nettoyage ethnique par les forces serbes. Ces expulsions ont culminé par le départ de plus de 8000 non-serbes d'Ilok le 17 octobre 1991. Après avoir vu ces attaques et ces crimes commis dans d'autres parts du Srem occidental, les non-serbes à Ilok n'avaient pas d'autre choix que de partir. Ici, Monsieur le Président, vous pouvez voir des images du départ de ces gens lorsqu'ils ont quitté le SBSO et leur patrie, la Croatie, par la Serbie, un convoi long de réfugiés sous la surveillance de la JNA et des forces serbes qui avaient causé leur déportation. Au début du mois d'août 1991, les forces combinées de la JNA, de la TO, des unités du MUP serbe de Baja, les unités d'Arkan, la garde des volontaires serbes d'Arkan ainsi que les volontaires de la Serbie ont assiégé et détruit la ville de Vukovar qui est tombée le 18 novembre 1991 entre les mains des forces serbes. Vukovar était la ville principale dans la région de Slavonie orientale et cette ville a également été proclamée la ville capitale du district autonome serbe du SBSO. À la mi-septembre, Stanisic est parti à Dalj. Il était fâché parce que les Serbes n'avaient toujours pas pris Vukovar. Il a demandé de rencontrer Hadžić pour discuter de cette situation. Après que Vukovar était tombé le 18 novembre,
La terreur a commencé à y régner, la ville a été complètement détruite, les forces serbes ont détenu, malmené et tué des centaines de non-serbes et d'autres milliers ont été expulsés. Finalement, le dernier des incidents dont je vais parler par rapport à la Croatie a eu lieu le 21 décembre 1991 dans le village de Bruška et dans le hameau de Marinovići. Les habitants de Bruška étaient croates et ils avaient déjà fait l'objet d'intimidation pendant des mois. Cela a commencé avec des barrages sur les routes en février 1991. Ils ont été régulièrement menacés par la police de Martić qui leur disait qu'ils devaient quitter Bruška pour que cela devienne la partie du territoire revendiquée par les Serbes. Finalement, le 21 décembre, la police de Martić a attaqué le hameau de Marinović et a tué 10 personnes. 9 de ces victimes, y compris une femme surdmuette, étaient d'une même famille. Vous allez entendre les témoignages de 2 membres de cette famille qui ont survécu à ce massacre et sur lesquels on leur tirait dessus également à plusieurs reprises pendant l'attaque. Et donc, suivant le même scénario, peu après ces meurtres, les Croates qui restaient à Marinovići sont partis. La violence et les résultats de la campagne des forces serbes visant à expulser les non-serbes du territoire de la RSK pendant cette période-là ont été résumés lors de la réunion de la présidence de l'ex-Yougoslavie à Belgrade le 2 mars 1992. Étaient présents à cette réunion, entre autres, les membres de l'entreprise criminelle commune Hadžić, Karadzic, Momčilo, Krajišnik, dont M. Weber parlera plus, Hadžić et Martić. Ce sont les mots de Zdravko Zečević, qui était par la suite Premier ministre de la RSK. Il a fait référence à la pression de la communauté internationale pour permettre à des Croates expulsés et à d'autres non-serbes de revenir à leur maison dans la Krajina. Zečević a décrit ce qu'il avait été fait et ce qu'il devait être fait dans la ville de Benkovac, et pour ce qui est de sa population maintenant exclusivement serbe. Je vais lire ce qu'il a dit. Je cite. « Je ne veux pas maintenant vous parler de la situation qui prévale à Benkovac, mais cette ville est spécifique lorsqu'il s'agit de réfugiés. Nous pensons seulement de nos réfugiés et nous voudrions que ces réfugiés y reviennent. Ils sont bienvenus ici. » Monsieur le Président, il parle ici des réfugiés serbes. Il continue, je cite. J'ai pris de panique lorsque je pense que 15 000 Croates pourront revenir à Benkovac. Il s'agit principalement des paysans qui sont liés à leurs terres. Ils sont maintenant dans la zone de Zadar, le long de la côte. J'ai peur d'incidents qui ont été provoqués par nos gens. Et c'est complexe. L'instinct a fait que nos gens mettre le feu à tout ce qui appartenait aux Croates pour les prévenir de rentrer chez eux. La vérité est que nous ne pouvons plus vivre ensemble et nous ne voulons plus vivre avec eux. Mais il y a également un autre type de vérité reconnue par donc la communauté démocratique et qui dit que ces gens ont le droit de revenir chez eux. Je peux vraiment pas imaginer comment on organisera notre vie. Alors, je suppose que nous devons y réfléchir plus tard. Excusez-moi, fin de reprise de citation. Je m'imagine la situation comme ce qui suit. À nos écoles, les enseignants donc enseigneront en cyrillique, et si vous détestez cela, vous devez tout simplement partir. Et la campagne visant à expulser les Croates et les non-serbes qui étaient toujours restés sur le territoire de la RSK a continué après le mois de mars 1992. Les accusés étaient au courant du nettoyage ethnique fait par les forces serbes, de la campagne de nettoyage ethnique en Croatie et des crimes
qui les accompagnaient. Ils étaient haut de la hiérarchie de cet organe de première importance de renseignement en Serbie. Ils avaient leurs agents opérationnels qui se trouvaient partout dans la région. C'était leur travail de connaître tout cela. Et un comité d'une organisation non gouvernementale, Human Rights Watch, qui à l'époque s'appelait Helsinki Watch, a rassemblé les documents de façon méticuleuse concernant les crimes qui ont eu lieu en Croatie. Ils ont conclu que la République de Croatie était responsable de ce qui s'était passé là-bas. En janvier 1992, Helsinki Watch a envoyé une lettre au président serbe Milošević et au chef de l'état-major de la JNA Hadžić, qui était membre de l'entreprise criminelle commune. Je les ai déjà décrits dans cette lettre. Human Rights Watch, à savoir Helsinki Watch, a dit ce qui suit, je cite: « Nous considérons que le gouvernement de la République de Serbie est responsable pour les violations des droits de la guerre qui a été commis par deux groupes de rebelles, les unités irrégulières serbes organisées en Croatie et d'autres unités organisées en Serbie et envoyées à la Croatie. Le gouvernement de la Serbie a fourni le soutien militaire, économique et politique aux insurgés en Croatie. De plus, le président Milošević a dit que si la Croatie faisait sécession de la Yougoslavie, les Serbes en Croatie et le territoire sur lequel ils vivent ne pourront pas faire partie de l'État croate. Les déclarations des membres du gouvernement serbe selon lesquelles les Serbes en Croatie ont besoin de protection des persécutions du gouvernement croate a provoqué la peur et l'hystérie parmi la population serbe et a contribué à des tensions qui ont mené à la violence. Fin de citation. Dans la lettre envoyée par Helsinki Watch sont décrits en détail des incidents criminels spécifiques provoqués par les forces serbes en Croatie dans beaucoup d'endroits que je viens de mentionner, les endroits dont vous allez entendre parler lors de ce procès: Struga, Škabrnja, Din, Vukovar, Bruška. Monsieur le Président, les moyens de preuve vont montrer que avant le fin d'avril 1995, quelques 97 000 non-serbes avaient quitté la Krajina et au moins 78 700 non-serbes avaient quitté la région du SBSO. Les moyens de preuve vont montrer que cette baisse significative du nombre de populations non-serbes qui a culminé dans la deuxième partie de 1991 était le résultat d'un plan préconçu délibérément pour changer la composition ethnique de ces régions de Croatie qui étaient proclamées district autonome serbe et la RSK. Ces deux accusés ont joué un rôle important pour que ces changements démographiques profonds se produisent par le biais de la commission des crimes. Au début de l'année 1992, lorsque Helsinki Watch a envoyé cette lettre à leur chef Slobodan Milošević, ces deux accusés avaient déjà regardé la Bosnie et la Republika Srpska en tant que territoire où ils ont continué à envoyer des armes, à organiser l'entraînement et à utiliser leurs unités spéciales du DB pour mettre en œuvre la SEC. Maintenant, c'est M. Weber qui va prendre la parole et je vous remercie de votre attention. Le Président, merci, M. Stringer. Good afternoon, Your Honors. Monsieur Weber. Bonjour, messieurs les juges. Puis-je poursuivre? Le Président, allez-y. Monsieur Weber. En 1991, les accusés ont utilisé leurs unités pour mener à bien le nettoyage ethnique de grandes portions du territoire croate. Avec d'autres forces serbes, ils ont assassiné, expulsé et autrement brutalisé des civils non serbes, tels que M. Stringer vous l'a expliqué.
À la fin de l'année 1991, les membres de l'ECC avaient également tourné leur attention sur la Bosnie. Tout comme en Croatie, ils ont poursuivi leur campagne de nettoyage ethnique en Bosnie en déclarant des autorités serbes séparées, en formant et en armant des forces serbes qu'ils contrôleraient et utiliseraient pour mener à bien les étapes suivantes de leur plan criminel commun. Vous entendrez des dépositions de témoins tels que Babic, le témoin RFJ 066, et le témoin Wilson, disant que la campagne de nettoyage avait suivi un schéma similaire dans tous les territoires tenus par les Serbes de Bosnie. Le même schéma systématique qui avait été utilisé en Croatie. Nettoyer les personnes d'appartenance ethnique non désirée du territoire au moyen d'attaques sur des civils, de meurtres ou d'assassinats, d'utilisation de la force indiscriminée et disproportionnée, de pillage en masse, de destruction de foyers de civils et d'objets de culte et d'abus commis lors de détentions ainsi que de viols. La campagne de nettoyage ethnique a commencé en Bosnie avec l'attaque des gardes volontaires sur Bijeljina et Zvornik au début du mois d'avril 1992. La campagne s'est ensuite déroulée en 3 étapes principales. La première, du mois d'avril au mois de novembre 1992, les forces serbes, notamment les unités de la DB, ont saisi le territoire, ont persécuté, tué, assassiné et expulsé des habitants non serbes de toute la Bosnie. Deuxième étape, en novembre 1992, les membres de l'ECC, ayant obtenu et atteint la plupart de leurs objectifs dans toute la Bosnie, ont concentré leur attention sur la vallée de la Drina, qui fait frontière avec la Serbie, où des unités serbes de la DB ont rejoint des unités de l'armée serbe de Bosnie dans le nettoyage ethnique supplémentaires de régions et pour forcer des non-serbes à se rendre dans des enclaves pendant tout le printemps de l'année 1993. Troisième étape, du mois d'avril 1993 et au cours des mois qui ont suivi, les membres de l'ECC s'intéressaient principalement à consolider le nettoyage ethnique opéré est déjà effectué, et d'expulser les non-serbes qui restaient de leur territoire proclamé, en particulier des enclaves de Bosnie orientale et de régions autour de Bihać et de Bosnie au nord-ouest. Les accusés, Stanisic et Simatovic, ont joué un rôle essentiel dans la mise en œuvre de l'objectif criminel commun de l'ECC dans chacune de ces 3 étapes. Leurs unités de l'ADB étaient connues. Elles commettaient de façon systématique des crimes de grande échelle au sein des forces militaires et polices serbes de Bosnie. Avant de vous mener par ces 3 étapes, messieurs les juges, et afin de comprendre comment tout cela s'est passé, il est important de comprendre l'objectif de l'ECC, à savoir atteindre une homogénéité ethnique en Bosnie, et c'est sa genèse. Avant le conflit, les différents groupes ethniques cohabitaient et étaient voisins dans tous les villages et hameaux de la Bosnie. En conséquence, les membres de l'ECC savaient très bien que si un conflit éclatait, des crimes en masse auraient lieu afin d'arriver à des territoires homogènes et contigus à la Serbie dans des régions qui avaient été auparavant panachées de façon ethnique. Plusieurs membres de l'ECC eux-mêmes l'attesteront lors du procès. Par exemple, en octobre 1991, le dirigeant serbe de Bosnie, Radovan Karadzic, a déclaré publiquement que si la Bosnie-Herzégovine faisait sécession de la Yougoslavie, elle serait mise à genoux. Et je cite, « et suivrait la même autoroute vers l'enfer et les mêmes souffrances que la Slovénie et la Croatie. » Fin de citation. Il a ouvertement averti les délégués musulmans et croates pendant l'Assemblée de Bosnie, je cite, « Ne pensez pas que vous n'arriverez pas à emmener la Bosnie-Herzégovine en enfer et la population musulmane à échapper à l'extinction possible, parce que la population musulmane ne sera pas capable de se défendre si nous y menons la guerre là-bas. » Fin de citation.
L'objectif de l'ECC, à savoir l'homogénéité ethnique, s'est concentré sur le contrôle serbe et la dominance démographique serbe dans des zones stratégiques qui lieraient en fait les régions tenues par les Serbes en Croatie et en Bosnie avec la Serbie, considérée comme la mère patrie serbe. Comme vous le verrez dans quelques instants, ces régions incluent notamment un contrôle serbe sur la région qui fait frontière avec la Serbie le long de la Drina, les régions qui font frontière avec la Krajina croate à l'ouest et les régions au nord de la Bosnie qui établissent un lien avec un territoire serbe et l'unissent en fait. Slobodan Milosevic, les accusés et les dirigeants serbes de Bosnie partageaient cet objectif et ont consenti des efforts pour assurer le contrôle des 2/3 du territoire de la Bosnie et pour le rendre serbe et homogène. Les membres de l'ECC basés à Belgrade, notamment Milosevic, Stanisic, Simatovic et Arkan, ont joué des rôles prépondérants, à la fois pendant le déploiement des unités de Serbie au début de la campagne et par la création et la coopération avec les unités serbes de Bosnie qui étaient contrôlées par certains membres de l'ECC serbe de Bosnie qui apparaissent à l'écran à présent. Throughout the case. Vous entendrez parler de certains d'entre eux pendant le procès. Pour commencer, Radovan Karadzic, qui était le président de la Republika Srpska. Il avait autorité sur les forces militaires et les forces de police des Serbes de Bosnie. Ensuite, le général Ratko Mladic, qui était le commandant de l'état-major principal de l'armée de Republika Srpska, ou la VRS, et qui avait autorité sur l'armée des Serbes de Bosnie et ses activités. Ensuite vient Micho Stanisic, qui était le ministère de l'Intérieur de Republika Srpska. L'appui venant de la Serbie a octroyé à la police et à l'armée serbe de Bosnie cette supériorité en armes et en personnel qui ont été utilisées pour apporter leur contribution à la campagne de nettoyage. Deux autres protagonistes dont vous entendrez parler, Momčilo Krajišnik et Biljana Plavšić, qui tous deux étaient membres de la présidence serbe de Bosnie pendant toute l'année 1992. Karadzic était le président de la présidence pendant cette période. Les accusés et d'autres membres de l'ECC ont redéployé les auteurs des crimes de Croatie vers des zones géographiques clés en Bosnie. Par exemple, les unités spéciales de l'ADB, notamment Arkan et sa garde serbe des volontaires, et l'unité dont les camps de formation et d'instruction ont proliféré dans toute la Bosnie, des endroits tels que Ozren et Divic, de même qu'à d'autres emplacements clés pour accomplir les objectifs de l'ECC, Brčko et Bratunac, par exemple. Parallèlement, d'autres auteurs essentiels, tels que le général Mladic, ont aussi été redéployés vers la Bosnie, en Bosnie, après les opérations de nettoyage en Krajina croate, en tant que membre du 9e corps de la JNA. Et sans surprise, la Bosnie a connu le même schéma systématique de nettoyage ethnique. Stanisic, Simatovic et la DB ont apporté une de leurs plus grandes contributions au nettoyage ethnique en Bosnie dès le début de la campagne. Vous voyez ici une entrée des carnets du général Mladic datant du mois de juin 1992, d'une réunion à la Villa Bosanska à Belgrade. Il a consigné dans ce carnet que Karadzic avait expliqué que les Serbes de Bosnie bénéficiaient, et je cite, d'un soutien fort de la sûreté de l'État, fin de citation, et avait déjà, citation, le contrôle total de plusieurs de nos territoires, fin de citation. Sur la base des éléments de preuve que vous entendrez et que vous verrez, vous constaterez qu'un contrôle total englobait des crimes, la commission de crimes et l'expulsion des musulmans de Bosnie et de la population croate.
L'appui de l'ADB impliquait un redéploiement des unités des auteurs qui ont commis des crimes brutaux contre des musulmans de Bosnie et des Croates dans les municipalités reprises dans l'acte d'accusation. Stanisic a partagé cette intention de commettre des crimes avant le début de la campagne de nettoyage ethnique en Bosnie. Et cela est encore plus patent lorsque l'on regarde une conversation interceptée qui a eu lieu entre Stanisic et Karadzic en janvier 1992, qui y apparaît à l'écran. Et comme vous le voyez, lors de cette conversation, Stanisic explique à Karadzic que si les membres de l'ECC n'arrivaient pas à atteindre leur objectif via des négociations, ils atteindraient leurs objectifs, je cite, au moyen de meurtres. Fin de citation. Pour rendre son propos encore plus clair, s'il ne l'était pas, Stanisic déclare ensuite, je cite, « ou nous les exterminerons complètement, donc voyons où tout cela va nous mener. » Fin de citation. Turning now to the preparatory steps. Passons à présent aux étapes préparatoires qui ont lieu avant la première étape de cette campagne de nettoyage ethnique. Pendant l'année 1991, au fur et à mesure que les forces serbes gagnaient le contrôle de territoires de SA Ukrajina et SBSO en Croatie, en expulsant des non-serbes, au fur et à mesure, les membres de l'ECC ont commencé à former les mêmes structures parallèles en Bosnie, même structures que celles qui avaient été formées en Croatie. Au début du mois d'avril 1991, les dirigeants serbes de Bosnie ont commencé un programme de régionalisation conçu pour lier les zones à majorité serbe. Parallèlement, Milošević a commencé une coordination avec Karadzic, coordination relative à l'armement des Serbes en Bosnie. L'autre membre de l'ECC, Mihail Kertész, a organisé la première cargaison au mois de mai. Stanisic a personnellement participé à partir du mois de juillet. Les responsables des Serbes de Bosnie ont donc soutenu les accusés et ont estimé beaucoup leur plan visant à établir les structures parallèles et visant à armer les forces serbes. Par exemple, Nenad Stevandic, responsable des unités paramilitaires serbes de Banja Luka, a expliqué à Radovan Karadzic en août 1991 qu'ils étaient en train d'appliquer le modèle d'armement et d'entraînement établi en Croatie. Stevandic disait, je cite, « Il serait bien que vous veniez puisque nous avons fait plusieurs choses excellentes. » Et il a dit, je cite, « Comme à Golubic, c'est ce que nous avons fait là-bas. » Fin de citation. Dans cette conversation interceptée, Stevandic a fait comprendre qu'il avait des plans visant, je cite, à faire la même chose dans toutes les municipalités où il travaillait, fin de citation. Et plus tard, ce mois-là, Stevandic a dit à Karadzic qu'il était en coordination avec les responsables et dirigeants de Serbie. Pour ce qui est du déploiement du capitaine Dragan en Bosnie, il a dit, je cite, « Par hasard, j'ai parlé à ces gens là-haut, là-bas, de l'autre côté de la Drina. » Entre parenthèses, il a fait référence en Serbie. Pour ce qui est de ce type, qu'il doit venir pour une période courte, pour quelques 15 ou 20 jours, et il s'appelle Dragan, fin de citation. Le capitaine Dragan a été finalement envoyé en Bosnie pendant la première moitié de 1992, lorsque les membres de l'unité étaient déployés à Divičija Brčko. Comme c'était le cas avec la Croatie, cet armement secret faisait partie d'un plan coordonné et a commencé plus tôt dans le processus de l'établissement des structures parallèles. Les membres de la SSE ont parlé de cela et vous allez entendre un certain nombre de conversations interceptées entre Stanisic et Karadzic pendant cette période de temps-là, au moment où leurs efforts étaient coordonnés pour assurer que les Serbes de Bosnie soient armés, entraînés et préparés.
Et lorsqu'ils étaient armés, les Serbes de Bosnie ont établi les institutions politiques parallèles, juste comme les dirigeants serbes avaient déjà fait en Croatie. Au début de septembre 1991, les Serbes de Bosnie ont proclamé les districts autonomes serbes ou les SAO. Le 24 octobre 1991, l'Assemblée des peuples serbes en Bosnie-Herzégovine a été proclamée. Le 21 novembre 1991, cette Assemblée serbe a entériné l'établissement des SAO. À l'époque, Stanisic a continué à être impliqué dans l'approbation des nominations des responsables des politiques des Serbes de Bosnie, un rôle qui avait également joué dans les districts autonomes serbes autoproclamés en Croatie. En décembre 1991, Karadzic et les dirigeants des Serbes de Bosnie ont donné des instructions sur la façon à laquelle les Serbes de Bosnie devaient prendre le pouvoir dans le cadre des municipalités spécifiques qu'ils revendiquaient. Il y avait deux variantes A et variante B. La première, la variante A, était le plan concernant la prise de contrôle des municipalités dans lesquelles les Serbes avaient la majorité, et l'autre variante B s'appliquait à des municipalités dans lesquelles les Serbes n'avaient pas la majorité. C'était le point clé, alors que certaines zones en Croatie et en Bosnie avaient la majorité serbe. Il y avait beaucoup d'autres zones où les Serbes n'étaient pas en majorité. Et ces territoires, les Serbes les revendiquaient. Il était nécessaire de modifier l'équilibre ethnique en faveur des Serbes pour que ces zones deviennent territoires exclusivement serbes. Dans une société comme c'était la société en Bosnie, où les groupes ethniques vivaient ensemble, donc provoquer que le grand nombre de civils non serbes partent de leur domicile nécessitait l'emploi de la force contre eux pour qu'ils aient peur de revenir. C'était clair dans la rhétorique des membres de la SEC et peu de temps après les instructions concernant les variantes A et B, Stanisic a vu à la télévision Karadzic en train de dire que il y aurait un bain de sang et le déplacement de la population en masse. Il a dit cela lors de la séance de l'Assemblée des Serbes de Bosnie. Karadzic a dit, je cite, mis à part les morts de plusieurs centaines de milliers de personnes et la destruction complète de plusieurs centaines de villes, une guerre civile en Bosnie-Herzégovine aurait pour résultat les mouvements en masse de la population. En d'autres termes, cela représenterait une homogénéisation de la population. Stanisic a appelé Karadzic après cette séance de l'Assemblée pour lui dire qu'il avait regardé cela en direct et qu'il trouvait que c'était bien. Fin de citation. Le 9 janvier 1992, l'Assemblée des Serbes de Bosnie a proclamé l'entité serbe autonome, entité serbe en Bosnie-Herzégovine qui est devenue la Republika Srpska. Stanisic et Karadzic étaient en contact étroit lors de ces jours, la veille de la proclamation, en se parlant au téléphone plus de trois fois. Et à l'une de ces occasions, Stanisic a donc passé le téléphone au ministre de l'Intérieur de la Serbie qui a assuré Karadzic, qui était préoccupé, en disant, je cite bien, nous allons faire tout ce que Jovica a dit, nous allons le faire, fin de citation. Avec les efforts pour établir l'état des Serbes, les accusés et les unités de la DB des accusés ont commencé les préparatifs pour leur déploiement en Bosnie entre le février et l'avril 1992. En février 1992, l'unité a commencé activement à préparer les forces de Serbie pour les opérations en Bosnie en les entraînant dans des camps d'instruction à Lejimir et Ilok. L'unité a entraîné les Serbes de Serbie, de la RSK et de la Bosnie. Pour ce qui est d'autres opérations qui devaient donc venir, la DB a recruté les volontaires de la Serbie par le biais du Parti radical serbe de Šešelj et d'autres partis, alors que les dirigeants politiques au niveau régional, municipal et local avaient fait la même chose pour ce qui est des SAO serbes en Bosnie, en les dirigeant les hommes serbes vers ces camps d'entraînement et d'équipement. En avril 1992, l'unité et la garde des volontaires serbes ont commencé le nettoyage ethnique des non-serbes en Bosnie en commençant
à commettre des crimes brutaux dans des endroits tels que Bijeljina Zvornik et Bosanski Šamac. Lorsque le conflit a commencé, les Serbes de Bosnie ont également officialisé leurs forces armées. D'abord, ministère de l'Intérieur des Serbes de Bosnie, le MUP, créé par l'Assemblée vers la fin du mois de mars 1992. Ensuite, l'armée de la Republika Srpska, la VRS, a été créée à la 16e session de l'Assemblée le 12 mai 1992. À la 16e séance de l'Assemblée, les dirigeants des Serbes de Bosnie ont officialisé leur plan visant à séparer sur la base ethnique, la séparation sur la base ethnique et l'objectif géographique pour ce qui est de 6 objectifs stratégiques. Le premier de ces objectifs est le plus important et concerne et s'applique à d'autres 5 objectifs stratégiques. Il invite à la séparation du peuple serbe de 2 autres communautés nationales. Le 12 mai, Karadzic a dit que cela voulait dire, je cite, séparation de 2 autres communautés nationales, séparation d'États, séparation de ceux qui sont nos ennemis. Fin de citation. À cette séance de l'Assemblée, cela voulait dire qu'il s'agissait de la séparation physique des Serbes, des musulmans et des Croates, en d'autres termes que seulement les Serbes allaient vivre sur le territoire contrôlé par les Serbes. Vous allez voir également que ces objectifs concernaient donc la séparation dans des zones qui se chevauchaient avec les zones proclamées les districts autonomes serbes pour prendre le contrôle du corridor connu sous le nom du corridor de Posavina dans la Bosnie du Nord. C'était le 2e objectif stratégique. Contrôle sur le territoire en Bosnie, près des frontières avec la Serbie, le long de la rivière Drina, était le 3e objectif stratégique. Le 4e objectif visait à établir des frontières dans la Bosnie du Nord-Ouest, près de la Krajina, le long de la rivière Una, et au sud, le long de la rivière Neretva. Le déploiement ciblé des unités de l'ADB de Serbie avait principalement pour objectif la réalisation de ces 4 objectifs stratégiques et de deux derniers objectifs stratégiques dont nous parlerons moins dans cette affaire, visaient la division de Sarajevo et l'établissement de l'accès à la mer. Ces 6 objectifs stratégiques, au départ, n'étaient pas connus par le public. Et à la 16e séance de l'Assemblée où Karadzic les a annoncés, le général Mladic a affirmé que ces objectifs, je cite, devaient être gardés comme notre plus profond secret. Fin de citation. Ces objectifs stratégiques n'ont été publiés que le 26 novembre 1993. Bien que ces objectifs n'aient été pas connus du public, les accusés étaient au courant de ces objectifs et ils se réunissaient avec d'autres membres de la SSE pour suivre le progrès de leur réalisation et pour déployer systématiquement leurs unités pour les mettre en œuvre. Les crimes retenus contre les accusés et qui ont été commis en Bosnie étaient les crimes qui ont été commis dans ces régions clés que les membres de la SSE voulaient contrôler pour relier les zones en Croatie et en Serbie. Les membres de la SSE, parmi les responsables des Serbes de Bosnie, étaient explicites pour ce qui est de leur objectif visant à chasser les musulmans et les Croates de Bosnie de ces territoires. Vous allez entendre cela de plusieurs témoins et par des membres de la SSE. La déclaration de Karadzic disant que leur objectif était de se débarrasser de l'ennemi chez nous, ce qui veut dire que les Croates et les musulmans ne pouvaient plus être dans un seul État. Fin de citation. La déclaration de Krajišnik qui est disant, je cite, qu'il est grand temps d'opérer une démarcation des régions entre les Croates, les Serbes et les musulmans. Fin de citation. Et la déclaration du général Mladic disant que son travail était de s'assurer que les musulmans de Bosnie et les Croates s'évanouiraient complètement. Pour reprendre ces mots.
Et il a fait là écho aux mots que nous avons vus tout à l'heure et qui avaient été déclarés par Stanisic. Ces personnes sont des gens que les accusés, avec qui les accusés ont œuvré conjointement à la poursuite d'un objectif commun pendant des années. Hear evidence Vous entendrez des dépositions, messieurs les juges, selon lesquelles les crimes commis en l'espèce faisaient partie d'une politique visant à expulser les musulmans et les Croates du territoire de la Republika Srpska autoproclamée de façon organisée, planifiée et systématique. Et vous verrez que le même schéma systématique d'expulsion de ces personnes par la commission de crimes a eu lieu dans les municipalités couvertes par l'acte d'accusation. Cette campagne a été connue, malheureusement, dans le monde entier. Vous verrez des rapports des Nations Unies, de la mission d'observation des communautés européennes, de Helsinki Watch et de la Croix-Rouge internationale, notamment, décriant les crimes commis par les forces serbes à l'encontre des musulmans de Bosnie et des Croates. En l'espèce, les accusés étaient également maîtres de l'information et avaient à disposition des réseaux qui leur permettaient d'étendre leur influence et de recevoir des informations également dans tous les territoires proclamés par les Serbes en Croatie et en Bosnie où leurs unités étaient actives. Et bien sûr, ils étaient tous au courant de la campagne de nettoyage ethnique et recevaient des rapports du MUP de Republika Srpska à cet égard. Par exemple, vous verrez plusieurs rapports d'un groupe d'agents opérationnels du MUP de RS, dont le nom de code était Miloš, et ces rapports reprendront les crimes commis pendant la campagne de nettoyage ethnique au nord de la Bosnie. Le transparent que vous voyez à l'écran à présent porte sur les crimes commis par les forces spéciales à Doboj qui ont torturé des civils musulmans et croates et qui ont pillé leurs biens. Ce rapport en particulier mentionne Radojica Raja Bojovic, un membre proéminent de l'unité dont vous entendrez parler pendant tout le procès. Les accusés et les autres membres de l'ECC savaient que leurs objectifs devaient être atteints au moyen d'actes de violence brutale contre des civils. Mais ils ont tout de même célébré les succès de la campagne. Vous en verrez quelques exemples. Je vais vous parler à présent, vous donner un résumé de la chronologie. À la première étape de la campagne de nettoyage ethnique, le plan criminel général était un succès et plusieurs municipalités ont rapidement été placées sous le contrôle serbe au printemps 1992. Pour replacer les crimes commis dans 5 des municipalités mentionnées dans l'acte d'accusation dans le contexte du plan général, il est utile de regarder une série de cartes afin de vous indiquer l'ordre chronologique de la prise du territoire ainsi que les emplacements où les accusés ont déployé leurs unités. L'affirmation rapide, sans foi ni loi et organisée du contrôle serbe sur ces territoires de Bosnie prouve l'existence et l'efficacité de l'entreprise criminelle commune. Le nettoyage ethnique commence lorsque la garde serbe des volontaires a pénétré Bijeljina la nuit du 31 mars au 1er avril. Dans cette première semaine, plus d'une dizaine de municipalités ont été prises et placées sous le contrôle serbe, alors que certaines de ces municipalités étaient à prédominance serbe et affirmant que le contrôle était principalement fait par les autorités existantes qui avaient changé d'allégeance de Sarajevo à la capitale des Serbes de Bosnie, à savoir Pale. Dans d'autres municipalités, telles que Bijeljina, ils étaient pris de force et des crimes étaient commis contre des civils non serbes. Pendant la deuxième semaine de la campagne, les prises se concentraient sur la région de la vallée de la Drina, le long de la frontière avec la Serbie, au fur et à mesure que les forces serbes nettoyaient la Bosnie orientale à des endroits tels que Visegrad et Foča. À cette époque, les unités spéciales de l'ADB se sont déplacées vers le sud, vers Zvornik, où la garde serbe des volontaires a joué un rôle directement dans la prise et a assassiné, tué et expulsé la population musulmane. La troisième semaine, les unités spéciales de la DB serbe se sont concentrées sur la municipalité de Bosanski Shamac et les prises, quant à elles, continuaient le long
de la Drina à des endroits tels que Bratunac, une municipalité où les unités de l'ADB allaient former plus tard des membres des forces serbes de Bosnie. La prise initiale de Sanski Most, de cette municipalité, a aussi lieu pendant cette semaine-là et j'y reviendrai dans un instant. Day period, À la fin du mois d'avril, en 30 jours, le contrôle serbe a été établi sur 35 municipalités, une moyenne d'une municipalité par jour. Pendant cette dernière semaine, la municipalité clé de Brčko a été prise. Cette municipalité allait être essentielle pour connecter les territoires tenus par les Serbes dans le corridor de la Posavina vers la Bosnie orientale et la Serbie. Et comme vous l'entendrez, l'unité s'est déployée à Brčko en 1992 et y a commis des crimes. En mai 1992, le rythme des prises a continué et la VRS et les forces du MUP de RS ont continué à s'installer dans des secteurs tels que Bosanska Krajina et autour de Sarajevo. Ce mois-là, les accusés ont envoyé l'unité pour prendre Doboj, une municipalité aussi stratégique pour assurer et verrouiller ce corridor de la Posavina. En juin, au fur et à mesure que l'unité, ou certaines parties de cette unité ont continué leurs opérations à Doboj et dans la municipalité proche de Teslić, les prises suivantes ont eu lieu dans les régions australes de Bosnie-Herzégovine où des municipalités telles que Nevesinje, Trebinje, Bileća ont été placées sous le contrôle serbe. Et à la fin de l'été, c'est-à-dire à la fin de la première étape des opérations dans le corridor et la prise de Derventa et Odžak, plus de 50 municipalités étaient sous le contrôle serbe, soit sous l'autorité des Serbes de Bosnie, de la RSK et des forces de l'ADB serbe. Et les forces de l'ADB commettaient des crimes pendant leur déploiement ciblé dans des zones essentielles pour pouvoir connecter ces différentes républiques serbes. Les forces de l'ECC ont pris ces municipalités de force. Les crimes qu'ils ont commis pendant et après les prises ont modifié de façon permanente le visage démographique de ces municipalités. Vous voyez ici les majorités ethniques en 1991 dans chaque municipalité bosniaque. Vert pour les musulmans, rouge pour les Serbes, bleu pour les Croates. Les Serbes étaient une minorité dans la plupart de ces régions, en Bosnie orientale et au nord-est de la Bosnie avant le conflit. À présent, vous voyez la carte de 1997, la composition ethnique. Les musulmans, les municipalités à majorité musulmane ou croate au nord-est de la Bosnie, dans le corridor de Posavina et dans toute la Bosnie orientale, sont à présent marquées comme des municipalités à majorité serbe sur la carte en rouge. Vous voyez que plusieurs municipalités, Stanisic et Simatovic, dans ces municipalités où on ne reproche pas à Stanisic et Simatovic des crimes, ont également changé de couleur sur la carte. Et ce, parce que les crimes, en l'espèce, faisaient partie d'une campagne beaucoup plus large de nettoyage ethnique opérée par les forces des Serbes de Bosnie. Comme en Croatie, les membres de l'ECC ont accepté et ont choisi les moyens nécessaires pour rendre ces régions dominées par les Serbes, car par l'utilisation et la prise de grandes portions de Croatie et de Bosnie-Herzégovine. En fait, la commission des crimes faisait une partie inhérente des opérations de l'ADB entre 1992 et 1995, et je vais en parler maintenant. Comme je l'ai déjà mentionné, Bijeljina et Zvornik étaient les premières municipalités en Bosnie qui ont été prises par les forces de Serbie. Au début du mois d'avril 1992, ces deux municipalités se trouvent de l'autre côté de la rivière Drina par rapport à la Serbie, sur le bord oriental du corridor. Prendre ces deux municipalités était important du point de vue stratégique pour réaliser l'objectif criminel commun de la SEC et extrêmement important pour réaliser les trois premiers.
objectifs stratégiques que j'ai déjà mentionnés. Le 31 mars 1992, dans la soirée, la garde serbe des volontaires est arrivée à Bijeljina. Le lendemain, ils ont coordonné leurs activités avec d'autres forces serbes pour prendre le contrôle de la ville et pour commencer immédiatement une campagne de persécution et de violence en prenant pour cible des civils des musulmans de Bosnie. Le subordonné immédiat de Mladic, le général Milovanovic, a témoigné que Arkan en personne, ensemble avec son groupe de tigres, je cite, a commencé le nettoyage de Bijeljina. Mis à part le pillage, ils ont également commencé à tuer. Fin de citation. Les cadavres d'au moins 45 victimes non serbes ont été ramassés sur les rues de la ville et dans les maisons, et personne de ces gens ne portait d'uniforme, et on leur a tiré dans la poitrine, dans la bouche, sur les tempes ou dans les nuques. Le résultat des crimes commis contre eux était la fuite des musulmans de Bijeljina, comme a déclaré le témoin RFJ 034. Je cite, « Tous ceux qui pouvaient partir sont partis ». Fin de citation. La campagne de nettoyage lancée par les accusés et par d'autres membres de la SSC a, de façon significative, redessiner la carte de composition démographique de Bijeljina. Pendant cette période de temps-là, plus de 24 000 non-serbes ont été déplacés ou ont fui la municipalité de Bijeljina, et cela a eu pour résultat une baisse de 77% de nombre de la population non-serbe. Lorsque la garde serbe des volontaires a été déployé à Bijeljina fin mars, Rade Kostić, membre de la deuxième administration d'ADB serbe, était venu à l'époque de Baranja, en municipalité de Zvornik. Il a amené avec lui Arkan et un autre membre de l'ADB de Serbie, Marko Pavlović. Ils ont armé ensemble d'autres forces serbes et ont coordonné leurs activités avec eux, y compris les TO locales, les paramilitaires serbes, pour mettre en œuvre le plan commun de la SSC en commettant des meurtres, en déplaçant par la force et persécutant des musulmans de Bosnie, les civils musulmans de Bosnie pendant la prise de pouvoir et après la prise de pouvoir dans la municipalité de Zvornik. Peu après la reconnaissance de la Bosnie, de l'indépendance de Bosnie-Herzégovine, la garde serbe de volontaires, la JNA et d'autres forces serbes ont pris Zvornik de façon violente le 8 avril, et cela faisait partie de leurs opérations de nettoyage continu. L'opération de Zvornik a été planifiée à Belgrade et en fait, membres de la SSC Chechel, dont les volontaires ont également pris part à cette opération de Zvornik, a confirmé que, je cite, cela a été conçu par les membres clés du service de la sûreté de l'État. Fin de citation. Les opérations de Zvornik étaient caractérisées par les crimes brutaux commis contre les non-serbes à partir du début de l'opération. À peu près le 8 avril 1992, la garde serbe des volontaires et d'autres forces serbes ont tué à peu près 20 non-serbes, y compris 12 hommes qui ont été chassés d'une cave où ils se sont abrités, et ils ont été exécutés. Plus de 500 non-serbes ont été tués entre l'avril et le juin. D'autres ont été violés, faisaient l'objet de violences sexuelles, arbitrairement arrêtés, détenus, et ont fait l'objet de traitements inhumains. Le représentant de l'UNHCR, José Maria Mendilece, trouvé à Zvornik lorsque les forces serbes y sont entrées. Début avril 1992. Il s'agit ici de deux courtes vidéos d'un documentaire de la BBC où Mendilece a décrit ce qu'il avait vu. Il s'agissait d'une expérience terrifiante. Tout était ensanglanté. Les tirs d'artillerie provenaient du côté serbe et j'ai même vu de la fumée et des éclairs, des explosions.
du côté serbe. De l'autre côté des collines, j'ai vu des camions qui passaient, qui étaient chargés de cadavres, et dans des maisons à la proximité, j'ai vu des gens jeter des cadavres de femmes, d'enfants et de personnes âgées sur les camions. J'ai vu au moins 4 ou 5 camions avec des cadavres. Comme c'était l'intention des accusés, le résultat de ces crimes était le départ de milliers de musulmans de la municipalité de Zvornik. Il s'agissait de quelques expulsions initiales en avril. Et cela se passait ainsi. On a une vidéo. D'autres ont été expulsés. 49 000 musulmans vivaient à Zvornik. Aucun d'entre eux n'est resté. 5 siècles de culture et de vie islamique y ont été effacés. Il s'agit du nettoyage ethnique. Cela est devenu une routine. Et c'est lorsque les Serbes ont pris 3/4 du territoire bosnien. Avec le temps, ils ont appris à garder leurs caméras à distance, mais le nettoyage ethnique a continué. Kozluk est une petite ville en périphérie de Zvornik. Après la première prise de pouvoir, la population musulmane qui dominait cherchait à parvenir à un accord pacifique avec les Serbes qui avaient le pouvoir. Mais le 26 juin 1992, le maire serbe a dit aux musulmans de Kozluk de quitter la ville. S'ils ne font pas cela, une attaque généralisée commencera. Les musulmans sont partis, mais pas avant qu'ils n'aient signé des documents par lesquels les Serbes les ont obligés de déclarer qu'ils laissaient leur propriété, leur maison au nouveau gouvernement Zvornik. La population d'un village avoisinant, le village de Shepak, a été expulsée de la même façon une semaine plus tard. Entre-temps, dans le village de Divic, à proximité, qui se trouve dans la municipalité de Zvornik, le capitaine Dragan et d'autres membres de l'unité ont établi un camp de la DB serbe et ont commis des crimes dans cette zone. Pavlovic s'est vanté de son rôle concernant l'expulsion des musulmans de Zvornik. Vous voyez ici, dans le cahier de général Mladic, qu'il avait dit à Mladic que ces forces étaient, je cite, les plus actives pour ce qui est de l'éviction des musulmans, et qu'il a dit également que leurs forces ont apporté la paix dans le village de Shepak, Divic et Kozluk. Et en parlant donc de ces communautés musulmanes, Pavlovic a dit certains d'entre eux voulaient partir alors que nous avons demandé cela. Et maintenant, je prie de ne pas diffuser le transparent suivant. Les accusés savaient également que des crimes terribles avaient été commis à Zvornik, y compris les crimes commis par leurs propres unités lors de l'opération qu'ils avaient planifiée. Comme cela a été noté au centre de la DB de la Serbie à Valjevo, le 4 juillet 1992, je cite, la DB avait des connaissances au préalable concernant le génocide commis par la garde serbe des volontaires des Serbes et les volontaires de Loznica sur le territoire de Zvornik. Fin de citation. La VRS a également, lui, le rôle du MUP de Serbie dans le nettoyage ethnique de Zvornik. On peut maintenant montrer ce transparent.
Comme cela est dit dans le document du mois de décembre 1992 provenant du corps de Trina, grâce à Arkan et à ses hommes, la municipalité de Zvornik, qui auparavant avait une majorité musulmane, je cite, avait été nettoyée et a été remplacée par la population serbe, ethniquement pure population serbe. Dans le même document, il est dit que un grand soutien a reçu de la Serbie et des Marko Pavlovic du MUP serbe. Les crimes commis dans la partie nord-est de la Bosnie étaient notoires. Vous voyez ici un reportage photo dans la presse internationale. Vous voyez des hommes d'Arkan qui donnent des coups de pied à une femme en position couchée à Bijeljina. Sekivoc recevait des rapports concernant l'exécution de masse à Bijeljina et vous allez entendre le témoignage de Jean Wilson et d'autres représentants de la communauté internationale qu'ils recevaient des rapports des nettoyages ethniques en Bosnie orientale, y compris à Bijeljina et Zvornik en avril 1992. Pour ce qui est des crimes commis à Bijeljina, les histoires concernant ces crimes se répandaient et provoquaient la peur parmi les non-serbes en Bosnie. Comme le président de la cellule de crise de Bratunac, Miroslav Deronic, a expliqué lorsqu'il a vu ce qui s'était passé dans les municipalités de Bijeljina et de Zvornik, il savait que ce que allait se produire à Bratunac, je cite, des meurtres, des liquidations, l'intimidation de la population, panique, etc., fin de citation, vont semer la peur parmi la population musulmane et ils vont partir. Il a ajouté, je cite, « Je suis absolument persuadé qu'aucun de ces événements n'était accidentel. Tous ces événements avaient été planifiés. » Fin de citation. Malgré le caractère notoire de ces crimes commis, les membres de la SEC les ont célébrés, en particulier en Zvornik en janvier 1993. Avant, ils ont dit il y avait 50% d'eux et 50% de nous. Maintenant, le nombre d'habitants de Zvornik est le même, mais il y a 50 000 Serbes. Fin de citation. Le dirigeant local Brano Grujic a dit clairement que ce changement était le résultat de la politique appliquée par les dirigeants. Et il a dit à Mladic, je cite, « Nous avons mis en œuvre avec succès la décision du président visant à peupler Divic et Kozluk avec nos enfants. » Fin de citation. L'un de ces documents importants est le document provenant du ministère de l'Intérieur au niveau fédéral où il est question des crimes commis par la DB, par les unités de la DB à Bijeljina, Zvornik et Brčko. Comme vous allez voir dans ce rapport, l'unité du MUP fédéral ont été déployés au nord-est de Bosnie en 1992 et ils y ont trouvé la garde volontaire des Serbes et les bérets rouges du capitaine Dragan, entre autres, qui ont été dirigés dans ces zones par le MUP de Serbie. Ils y ont malmené, terrorisé les gens, les pillé et, entre guillemets, pas rarement tué des gens innocents. Plus loin dans le même rapport, on voit l'information concernant un entretien avec l'un des membres de l'unité au début de l'existence de l'unité qui a souligné que lui-même ainsi que son groupe de bérets rouges avaient été envoyés dans la zone de Brčko par Tepa et Frenki du MUP Serbie, de la DB du MUP de Serbie. La mention de Tepa fait référence à Milan Tepavčević, député, chef adjoint de la DB et subordonné immédiat de M. Stanisic à l'époque. Bosanski Shamac était situé de façon stratégique le long du couloir de la Posavina et en gagner le contrôle territorial était important pour arriver à atteindre les premiers et les deuxièmes objectifs stratégiques. Des jours avant la prise de Bosanski Shamac, Frankiš Simatovic s'était rendu à Pajos et a briefé les bérets rouges qui avaient été formés à Pajos.
Là encore, vous vous souviendrez que cette instruction et cette formation faisaient partie des activités de l'unité en SBSO de Croatie. À cette occasion, Franky leur a dit qu'ils seraient déployés à Bosanski Shamac et ne reviendraient que s'ils avaient accompli leur mission avec succès. On leur a ordonné de laisser leurs papiers derrière eux et on leur a donné des écussons qui représentaient un loup, et ce qui a donné lieu à leur surnom des loups gris. L'unité est arrivée à Bosanski Shamac en avril 1992 sous le commandement du membre de l'unité Dragan Djordjevic, alias Tcherny. Lors d'une action fortement coordonnée, l'unité et la JNA, la police locale et la défense territoriale locale serbe ont pris le contrôle de Bosanski Shamac en 37 minutes à peine. La veille de la prise, des centaines de non-serbes ont été transférés de force et échangés ou arrêtés de façon arbitraire et détenus, où ils ont été roués de coups par des membres de l'unité et des forces locales serbes. Ces détenus ont été frappés à l'aide de plusieurs objets. On les a forcés à consommer leur urine, leurs excréments. Ils ont été abusés sexuellement. Leurs dents ont été arrachées et on les a forcés à effectuer des travaux manuels. Le 7 mai 1992, un membre de l'unité, à qui l'on avait ordonné de faire un boulot, s'est rendu avec d'autres membres des Bérets Rouges formés à Pajoš au centre de détention de Tcherkivina à Bosanski Shamac et ils y ont tué au moins 16 civils non serbes. Les prisonniers ont été abattus au hasard et les survivants ont dû organiser les dépouilles et les placer en ligne dans la pièce. Comme prévu, des milliers de non-serbes ont fui Bosanski Shamac et la population non-serbe a diminué de 81,6% de 1991 à 1997. Les événements à Doboj reflètent la prise de Bosanski Shamac dans l'exécution et l'importance stratégique de cette ECC. Afin de préparer les Serbes du cru à ce qui allait être la prise violente de Doboj, l'ADB serbe a suivi son schéma habituel à présent et a établi un camp sur le mont Ozren au sud-est de Doboj. Des membres expérimentés de l'unité qui avaient été formés anciennement à Golubic ont formé à leur tour des Serbes du cru à Ozren, Serbes venant de Doboj et des municipalités avoisinantes. Cette formation incluait l'utilisation des mines et des explosifs, comment utiliser des boucliers humains pendant les opérations. Stanisic a ordonné un transfert d'armes de Serbie à Ozren en mai 1992 qui ont été distribuées aux recrues. Et vous entendrez des dépositions confirmant que rien ne pouvait être fait à l'époque sans son approbation. Ceux qui avaient été formés à Ozren se sont déployés sous le commandement du membre originel de l'unité, Raja Bojovic. Au cours des opérations de Doboj et Teslić, l'unité et ceux qu'ils avaient formés étaient surnommés les Bérets Rouges par ceux qui les voyaient. Le 3 mai 1992, l'unité et d'autres forces serbes ont pris Doboj en quelques heures. Pendant la prise, des maisons musulmanes ont été pillées, détruites et des mosquées ont été bombardées délibérément. Peu après la prise, Bojovic a ordonné aux Bérets Rouges d'expulser quiconque se trouvait dans le village à prédominance musulmane de Bukovačke-Čivčije. Les Bérets Rouges ont chargé 7 autocars de civils du village et les ont emmenés à la frontière de la RS. Les Bérets Rouges ont d'abord échangé 4 autocars de civils contre des prisonniers serbes et puis des femmes et des enfants dans les 3 autocars restants qui ont été échangés plus tard. Après la prise, des centaines d'hommes musulmans civils ont été arrêtés et détenus à Usora, Perčins Disco et
dans le bâtiment de la police, alors que les femmes et les enfants étaient expulsés en direction de Teshagne. Bojovic a chargé les bérets rouges formés par Ozren de la fouille des villages avoisinants pour rechercher des musulmans, à emmener au poste de police à Doboy. Une fois détenus, les bérets rouges ont frappé, ont blessé grièvement, torturé et tué des musulmans et les ont forcés à creuser des tombes et à enterrer des dépouilles. Les bérets rouges ont tué de 30 à 50 détenus du camp de Oussora et ont enterré leurs dépouilles à Ozren, près de leur propre camp d'entraînement. Et à ce moment-là, Bojovic avait une position privilégiée au centre de détention. Il était commandant des bérets rouges et il avait l'habitude de forcer les prisonniers à chanter des chants nationalistes serbes alors qu'il les menaçait de leur couper la gorge. Un survivant a décrit la situation à Doboy comme suit, je cite, « Personne ne restait là-bas en vie. Même si vous étiez fou, vous ne seriez pas resté là-bas. » Fin de citation. Le 12 juillet 1992, des bérets rouges armés et d'autres forces serbes ont fait irruption dans la discothèque de Perchin et ont forcé 50 détenus à sortir. Près de la ligne de front, ils ont forcé les détenus à enlever leurs chemises, à former plusieurs lignes et à marcher vers la ligne de front et à former un bouclier humain pour les bérets rouges et d'autres unités serbes, comme on le leur avait appris pendant l'entraînement. Un détenu a été tué d'une balle dans la tête, comme avertissement pour les autres, pour montrer qu'il ne servait à rien de s'échapper. Alors que les forces serbes derrière eux commençaient à tirer, les détenus ont été pris entre différents tirs des forces bosniaques devant elles et des soldats serbes derrière elles. Environ 27 détenus ont été tués. Et pendant tout le procès, vous verrez que l'existence de dossiers personnels des membres de l'unité qui décrivent les différentes contributions de l'ADB pendant toute la période couverte par l'acte d'accusation. Un exemple, la biographie personnelle d'un dossier d'un membre de longue date de l'unité qui venait de Barania en SBSO, on vous en a parlé tout à l'heure, et qui a participé ensuite à Ozren, à la formation et aux opérations de Doboy. De ses propres mots et de sa bouche, cette unité, le membre de l'unité a déclaré, je cite, « J'ai quitté Barania pour aller à Ozren, en Bosnie, dans un groupe avec Bojovic. J'ai participé à toutes les opérations là-bas, la capture de Doboy, le nettoyage et la fortification de la ligne à Ozren, la prise de Teslić, le nettoyage des villages avoisinants et la création du couloir. » Fin de citation. Ce membre de l'unité poursuit et explique comment ils ont formé environ 2000 hommes dans le secteur d'Ozren, de Doboy et de Teslić. Les références à la formation à Ozren, la prise de Doboy et de Teslić et la création du corridor ou du couloir reflètent les contributions des unités pour atteindre les objectifs stratégiques. Doboy a presque été complètement nettoyé de sa population musulmane. Par la suite, Karadzic a proclamé, fier de lui, à l'Assemblée de la Republika Srpska en 1994, qu'alors que les musulmans étaient ou représentaient une majorité relative à Doboy, à présent, Doboy était presque à 100% serbe après l'expulsion des non-serbes de la région. Passons à présent à la deuxième étape de la campagne de nettoyage ethnique en Bosnie de novembre 1992 au printemps 1993. En novembre 1992, l'objectif criminel commun de l'ECC, soutenu par ses membres, avait été largement accompli en Bosnie et dans le monde, on savait qu'il avait été accompli
au moyen d'un nettoyage ethnique à grande échelle. Le rapporteur spécial des Nations Unies a fait rapport à la fin du mois d'octobre 1992 que, et je cite, « Le nettoyage ethnique ne semble pas être la conséquence de la guerre, mais plutôt son objectif. Cet objectif, dans une large mesure, a déjà été atteint au moyen de meurtres ou d'assassinats, de rouages de coups, de viols, de destruction de maisons et de menaces. » Fin de citation. Le rapporteur spécial a également noté que la population musulmane était, et je cite, réellement menacée d'extermination. Fin de citation. Ailleurs, dans le même rapport, il dit que la population musulmane était... il avait été établi que la population musulmane était menacée d'extermination et décrit la pression énorme et la terreur qui a provoqué que le départ de centaines de milliers de personnes. Pourtant, les membres de la SCC n'étaient pas contents. Cela ne leur était pas suffisant. Peu après cela, la directive 4 de la VRS qui a été adoptée visait à écraser les forces musulmanes dans la poitrine et dans la vallée de la rivière Drina. Pour mettre en œuvre la directive 4, Mladic a ordonné au corps de la Drina d'épuiser l'ennemi et de lui infliger les pertes les plus grandes possibles pour qu'il quitte Biraj Jepa et Gorajdeh avec la population musulmane. La directive 4 est sans aucun doute un ordre criminel visant à expulser la population musulmane de la zone de Drina qui était stratégiquement important et qui se trouve près de la frontière entre la Bosnie et la Serbie. Et les accusés, encore une fois, ont contribué à leur mise en œuvre. La DB Serbie a entraîné les unités de la VRS et les Serbes locaux dans des camps qui avaient établi à Skelani et plus tard à Bratunac. Vošović, qui a été mentionné auparavant, a été déployé par les accusés à Skelani en février 1993 pour commander l'unité et d'autres forces serbes de Serbie. Certains de ceux qui ont suivi cet entraînement dans ces camps ont rejoint les rangs de l'unité et vous allez obtenir des moyens de preuve documentaires disant que les membres de cette unité ont été entraînés à Bratunac et à Skelani, qui y ont été déployés et été payés par le DB jusqu'à la fin de la période pertinente pour l'acte d'accusation. La montagne Tara et Baina Bashta, du côté serbe de la Drina, les membres de l'unité entraînaient les unités serbes, y compris les unités de sécurité publique et les forces de l'armée yougoslave. Simatovic a rencontré Mladic en février 1993 afin de planifier l'opération Udar, qui était l'une dans une série d'opérations pour mettre en œuvre la directive numéro 4. Les forces serbes, y compris les forces qui ont été entraînées dans des camps de la DB, après cela, ont lancé une campagne de violence dans la vallée de la rivière Drina, dans laquelle les musulmans ont été forcés à se concentrer dans les enclaves de Srebrenica, de Gorajdeh et de Jepa. Pendant les opérations Udar, les membres de l'unité commandaient les actions bien organisées et synchronisées qui avaient pour but de nettoyer la population musulmane. À Osmache et Karachichi, les bérets rouges ont mis le feu à des maisons musulmanes et à des villages entiers pour assurer que la population musulmane n'y retourne pas. Ceux qui ne pouvaient pas fuir ont été tués. La campagne de la SCC dans la Bosnie orientale en 1993 a été arrêtée par l'intervention de la communauté internationale et par la proclamation des enclaves de Srebrenica, Gorajdeh et Jepa comme étant des zones protégées des Nations Unies. L'enclave de Srebrenica est tombée et a été éliminée en juillet 1995. Maintenant, quelques mots de la troisième phase du nettoyage ethnique, de la campagne de nettoyage ethnique en Bosnie. Monsieur le Président, le juge Hall, j'allais vous demander de combien de temps vous allez encore besoin pour les déclarations liminaires de l'accusation. Monsieur Weber, j'ai besoin de à peu près 25 minutes. Monsieur Hall, je sais que vous avez invité la défense à présenter certains arguments.
Yes, Mr. Weber. Le juge Hall, Monsieur Weber, nous allons lever l'audience et vous pouvez donc finir vos déclarations liminaires demain. Mais avant de lever l'audience aujourd'hui, est-ce que la défense peut dire par rapport à ce qu'ils ont proposé à la Chambre concernant les horaires d'audience? Pouvez-vous nous donner votre réponse maintenant? Cela serait utile. Sinon, vous pouvez nous dire cela après les déclarations liminaires. Monsieur Maître Edwards, j'ai besoin de 2 ou 3 minutes pour en parler, Monsieur le Président. Je vais en parler maintenant. Le juge, allez-y, Maître Edwards. Pour le moment, il est prévu qu'on siège de 11h30 à 13h et qu'on fasse une pause de 2 heures et après quoi on travaille à nouveau de 15h à 16h30. Donc ces horaires ont été déterminés par la Chambre étant donné que l'état de santé de M. Stanisic n'est pas bon et nous vous sommes très reconnaissants. Depuis notre retour à La Haye de Belgrade, nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises de visiter M. Stanisic au quartier pénitentiaire à plusieurs reprises et après l'avoir consulté, nous sommes préoccupés par le fait que les horaires d'audience actuels représentent une longue journée pour lui. En fait, M. Stanisic doit quitter le quartier pénitentiaire à 10h30 pour être ici devant le mécanisme à l'heure, à 11h30. Et si on finit à 16h30 aujourd'hui, cela veut dire que M. Stanisic sera au quartier pénitentiaire à peu près vers 17h30 après nous avoir vu brièvement après l'audience. Nous avons réfléchi là-dessus et nous sommes inquiets concernant cette façon de siéger parce que pour M. Stanisic, cela représente une longue journée et nous considérons que M. Stanisic, si on continue à siéger ainsi, devrait plus fréquemment participer au procès d'un endroit à distance. Et je pense que personne ne veut que cela se passe ainsi. Et il préfère participer ici dans le prétoire, participer au procès ici dans le prétoire le plus souvent possible. Et c'est pour cela que nous proposons la solution suivante. Nous proposons qu'on change la façon de siéger et que nous commençons à 9h30, de travailler jusqu'à 11h, après quoi on aurait la pause d'1 heure et non pas de 2 heures, et puis de recommencer à 13h pour finir à 13h30. Donc cela correspond à ce modèle de 3 heures d'audience et M. Stanisic aura de cette façon-là tout l'après-midi et la soirée au quartier pénitentiaire pour se reposer et se préparer pour la journée suivante. Comme vous le savez, nous avons communiqué cela à la Chambre de première instance, à nos éminents collègues de l'accusation, et ils nous ont dit qu'ils n'auront pas d'objection à notre proposition. En plus, nous pensons que ce changement ne exigera pas d'efforts logistiques supplémentaires pour le mécanisme. C'était notre proposition, Monsieur le Président, le juge. Merci, Maître Edwards. Maintenant, c'est consigné au compte-rendu. Nous étions au courant de l'essentiel de votre proposition, comme vous l'avez déjà dit. Et comme vous le savez, la nature de tout procès, en particulier de ce procès, est telle que le procès a plusieurs aspects ou éléments qui sont
parfois visibles ici dans le prétoire et parfois ils ne sont pas visibles. Donc nous allons considérer votre proposition et nous allons rendre notre décision demain après la fin des déclarations liminaires. Merci Maître Edwards, l'audience est levée. Et nous reprenons demain à 11h30.